Chapitre 23 Anne Morisot. À 10h30 le lendemain matin, le mélancolique monsieur Fournier pénétra dans le salon de Poirot et serra chaleureusement la main du petit Belge. Il paraissait plus animé que de coutume. « Monsieur, je désirerais vous dire un mot. Je crois avoir enfin compris ce que vous vouliez nous faire entendre à Londres touchant la découverte du chalumeau. »« Ah !» Le visage de Poirot s'épanouit. « Oui, continua Fournier, prenant un siège. J'ai longtemps réfléchi à vos paroles et je me suis dit, impossible que le crime se soit accompli comme nous le supposons. À la fin, j'ai vu un rapport entre la reconstitution accomplie par moi dans l'avion et les réflexions que vous aviez exprimées au sujet du chalumeau. » Poirot écoutait attentivement. « À Londres, vous avez dit, continua Fournier, pourquoi a-t-on trouvé si mal caché le chalumeau, alors qu'il était si simple de le lancer au dehors par le ventilateur ? Je crois pouvoir fournir la réponse. Le chalumeau a été caché parce que le meurtrier voulait qu'on le retrouve. »« Bravo !» s'exclama Poirot. « C'était bien ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas ? Eh bien moi, je suis allé un peu plus loin. Pourquoi le meurtrier voulait-il qu'on retrouve le chalumeau ? À cette question, j'ai répondu « Parce qu'il n'a pas fait usage du chalumeau. »« Bravo, bravo ! Exactement ma façon de voir. » Poursuivant mon raisonnement, je me suis dit « Si on ne s'est pas servi du chalumeau pour lancer le dard, on a employé autre chose, un objet qu'un homme ou une femme peut porter à ses lèvres, sans provoquer la moindre curiosité. Alors je me souvins d'une liste complète des articles contenus dans les bagages des passagers et dressés sur votre insistance. 2 faits me frappèrent tout particulièrement. Lady Horbury possédait 2 fume-cigarettes et sur leur table, les Dupont avaient étalé plusieurs pipes kurdes. Monsieur Fournier fit une pause, regarda Poirot, mais celui-ci resta quoi ? L'un de ces 2 objets peut être porté à la bouche sans éveiller le moindre soupçon. Ai-je raison, oui ou non ? Poirot hésita un instant avant de répondre. Vous êtes sur la bonne piste, mais continuez. Et surtout, n'oubliez pas la guêpe. La guêpe ? Là, par exemple, je n'y suis plus du tout, je ne vois pas ce que vient faire ici la guêpe. Vous ne le devinez pas, c'est pourtant par là... La sonnerie du téléphone l'interrompit. Poirot prit le récepteur. « Allô, allô, bonjour, oui, c'est moi, Hercule Poirot. » En aparté, il murmura à Fournier. « C'est Thibault. »« Oui, oui, entendu, très bien, et vous ?»« Monsieur Fournier ? Parfait, parfait. Il se trouve avec moi en ce moment. » Abaissant le récepteur, il s'adressa à Fournier. « Thibault a essayé de vous téléphoner à la sûreté. On lui a dit que vous étiez venu me voir, vous devriez lui parler, il me semble très surexcité. » Fournier saisit le récepteur. « Allô, allô, oui, c'est Fournier, comment ? » ?»« Pas possible, mais si. Vous pouvez y compter, nous vous rejoignons à l'instant. » Il raccrocha l'appareil et jeta un regard vers Poirot. « C'est la fille de Madame Gisèle. »« Quoi ? Elle s'est présentée pour réclamer l'héritage. D'où arrive-t-elle ? » ?»« D'Amérique, d'après ce que j'ai compris. Thibault l'a prié de revenir à 11h30. Il désire que nous allions le voir. »« Bien, allons-y tout de suite, je laisserai un mot pour Miss Gray. » Il écrivit ces lignes. « Certains faits nouveaux m'obligent à sortir. Si monsieur Jean Dupont téléphone ou vient ici, montrez-vous aimable envers lui. Parlez boutons et chaussettes, mais ne discutez pas encore poterie historique. Il vous admire, mais ne manque pas de finesse. À bientôt, Hercule Poirot. »« À présent, partons, mon ami, dit-il en se levant. Voilà précisément ce que j'attendais, l'entrée en scène de cette ombre du passé dont j'ai dès le début senti la présence. J'espère bientôt voir clair dans toute cette histoire. » Maître Thibault les accueillit avec une extrême courtoisie. Après l'échange des compliments habituels, le notaire dirigea la conversation sur l'héritière de Madame Gisèle. « J'ai reçu hier une lettre d'elle, dit-il, et ce matin la jeune personne est venue me voir. »« Quel âge a mademoiselle Morisot ? » ?»« Mademoiselle Morisot, ou plutôt Mrs. Richards, car elle est mariée, a exactement 24 ans. »« Vous a-t-elle montré des papiers d'identité ? » demanda Fournier. « Certainement, certainement. » Il ouvrit un classeur. « D'abord, voyez ceci. » Il leur tendit un extrait de l'acte de mariage daté de 1910 de Georges Lemans, célibataire avec Marie Morisot, tous 2 habitant Québec, puis l'extrait de naissance d'Anne Morisot Lemans et différents documents de moindre importance. Voilà qui jette un certain jour
sur la jeunesse de Madame Gisèle, observa Fournier. D'après ce que je comprends, dit maître Thibault, Marie Morisot était gouvernante ou lingère à l'époque où elle fit connaissance avec ce Lemant, un triste sire qui l'abandonna après le mariage. Alors Marie Morisot reprit son nom de jeune fille. L'enfant fut élevé à l'institution Sainte-Marie à Québec, et bientôt Marie Morisot, ou Lemant, quitta le Canada pour revenir en France, en compagnie d'un homme, je crois. De temps à autre, elle envoyait de l'argent pour régler la pension, et enfin, elle confia à l'établissement une somme globale pour remettre à sa fille le jour de sa majorité. Sans doute qu'à cette époque, Marie Morisot, ou Lemant, menait une vie irrégulière, et jugeait préférable de rompre avec toute sa famille. Comment la jeune fille a-t-elle appris qu'elle héritait d'une fortune ? Nous avons inséré de discrètes annonces dans plusieurs journaux. Un de ceux-ci a dû tomber sous les yeux de la supérieure de l'institution Sainte-Marie, qui a écrit ou télégraphié à M. Richards, alors en Europe, mais sur le point de repartir pour l'Amérique. Qui est M. Richards ? Un Américain, ou plutôt un Canadien de Détroit, fabricant d'instruments de chirurgie. Accompagne-t-il sa femme ? Non, il est resté en Amérique. Mrs. Richards peut-elle nous fournir quelques éclaircissements sur le meurtre de sa mère ? Elle ignore tout de sa mère. Encore que la supérieure le lui ait dit, elle ne se souvenait même plus du nom de jeune fille de Madame Gisèle. Son entrée en scène, dit Fournier, ne nous avance guère, ce me semble, dans la découverte du meurtrier. À la vérité, je n'y comptais nullement. Pour l'instant, je suis une toute autre piste et mes soupçons se portent sur 3 personnes. 4, rectifia Poirot. Vous croyez ? Ce n'est pas moi qui le dis, mais d'après l'hypothèse que vous m'avez exposée, vous ne pouvez vous limiter à 3 personnes. Les 2 porte-cigarettes, les pipes kurdes et une flûte. Souvenez-vous de la flûte, mon ami. Fournier poussa une exclamation. À ce moment, la porte s'ouvrit et un vieil employé annonça « La dame est de retour ». « Ah, maintenant vous allez voir vous-même l'héritière, dit Madame Thibault à ses 2 visiteurs. « Veuillez entrer, madame. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Fournier de la Sûreté, chargé de l'enquête au sujet de la mort de votre mère, et Monsieur Hercule Poirot, dont le nom vous est peut-être familier et qui veut bien nous aider, Mrs. Richards. » La fille de Gisèle était une jeune et jolie brune habillée avec beaucoup de goût, mais très simplement. Elle tendit la main à chacun des hommes présents et prononça quelques paroles aimables. « Certes, messieurs, je n'éprouve point en la circonstance ce qu'on appelle communément des sentiments filiaux. Comment le pourrais-je ? Toute ma vie, pour des raisons inconnues de moi, j'ai été élevée comme une orpheline. » En réponse aux questions de Fournier, elle parla avec gratitude et émotion de la mère Angélique, la supérieure de l'institution Sainte-Marie. Elle m'a toujours témoigné tant de bonté. À l'âge de 18 ans, monsieur, quand j'ai commencé à gagner ma vie, d'abord comme manucure, puis comme couturière. J'ai connu mon mari à Nice, au moment où il se disposait à regagner les États-Unis. Des affaires urgentes l'appelant en Hollande, nous nous sommes mariés là-bas, le mois dernier. Malheureusement, il dut bientôt retourner au Canada. Je n'ai pu l'accompagner, mais je compte le rejoindre bientôt. Anne Richards parlait couramment le français, et tout en sa personne indiquait nettement qu'elle était plus française qu'anglaise. Comment avez-vous appris le drame ? Par les journaux, naturellement, j'étais loin de supposer que j'étais la fille de la victime, lorsque je reçus ici, à Paris, un télégramme de la mère Angélique, me donnant l'adresse de maître Thibault et me rappelant le nom de jeune fille de ma mère. Poirot hocha la tête pensivement. Il posa encore quelques questions à la jeune femme, mais de toute évidence, elle ne pouvait rien leur apprendre de nouveau. Elle ignorait totalement le genre de vie de Marie Morisot et ses affaires commerciales. Après avoir noté le nom de l'hôtel où elle était descendue, Poirot et Fournier prirent congé de la jeune femme. « Quelle déception, hein, mon vieux !» dit Fournier. « Vous étiez forgé des tas d'idées sur la fille de Madame Gisèle. La soupçonneriez-vous ou doutez-vous encore de sa sincérité ?» Poirot poussa un soupir de découragement. « Non, les preuves de son identité sont indéniables. Le plus drôle, c'est qu'il me semble avoir déjà vu cette femme, ou quelque autre qui lui ressemble étrangement. Vous n'allez tout de même pas insinuer qu'elle ressemble à la morte ? Non, ce n'est pas cela. Je voudrais pouvoir réveiller mes souvenirs. Son visage m'en rappelle un autre. » Fournier l'observa avec curiosité. «
La fille absente de madame Gisèle vous a toujours intrigué, si je me trompe. C'est vrai. Poirot leva les sourcils. De tous ceux qui espéraient bénéficier de la mort de madame Gisèle, cette jeune femme arrive bonne première, sans conteste possible. Très juste, mais où cela nous mène-t-il? Poirot attendit une minute avant de répondre. Il suivait son idée. Mon ami, dit-il enfin, une énorme fortune échoua à la fille de madame Gisèle. Ne trouvez-vous pas naturel que je la soupçonne en premier lieu? 3 femmes voyageaient dans l'aéroplane. L'une, Miss Vénétia Kerr, d'une famille très connue. Mais les 2 autres, qu'Élise Grandier, la femme de confiance de madame Gisèle, m'a laissé entrevoir que le père de l'enfant devait être un Anglais. J'en ai déduit que l'une des 2 autres femmes devait être la fille. Toutes 2 avaient l'âge requis. Lady Horbury était une girl de music hall dont les antécédents demeurent très vagues et qui jouait sous un nom de théâtre. Miss Jane Grey, suivant ses propres paroles, a été élevée dans un orphelinat. Ah ah, voilà donc les sentiers tortueux qu'a suivi votre esprit. Notre ami Japp vous reprocherait une excessive ingéniosité. Il m'accuse sans cesse de compliquer les choses à plaisir. Vous voyez, il se trompe. J'agis toujours de la façon la plus simple, et je ne refuse jamais de m'incliner devant les faits. Mais cette fois, vous êtes déçu, avouez-le. Vous attendiez mieux d'Anne Morisot. À ce moment, ils arrivaient à l'hôtel de Poirot. Un objet posé sur le bureau du concierge évoqua dans l'esprit de Fournier la remarque qu'avait formulée le petit Belge dans la matinée. « Je ne vous ai pas encore remercié, lui dit-il, pour avoir attiré mon attention sur ma grossière erreur. Après avoir pris note des 2 porte-cigarettes de Lady Horbury, des pipes kurdes des Dupont où il était impardonnable de ma part d'avoir oublié la flûte du Dr Bryant, bien qu'en réalité je ne le crois pas coupable. Pourquoi? Il ne me produit pas l'effet d'un individu... » Il s'interrompit. L'homme qui se tenait debout dans le bureau et parlait au concierge venait de se retourner en posant la main sur l'étui de la flûte. Son regard tomba sur Poirot et aussitôt son visage s'éclaira. Poirot s'avança vers lui et Fournier se retira discrètement. Inutile en effet que Bryant remarquât sa présence. « Docteur Bryant, dit Poirot en saluant. Monsieur Poirot. » Ils se serrèrent la main. La femme qui accompagnait Bryant se dirigea vers l'ascenseur. Poirot lança un rapide coup d'œil de ce côté. « Est-il possible, docteur, que vos malades puissent se passer de vous un moment ?» Le docteur Bryant sourit, du sourire mélancolique et charmeur dont Poirot se souvenait si bien. Le médecin avait l'air fatigué, mais étrangement calme. « Je n'ai plus de malade à présent. » Puis, se dirigeant vers une petite table, il dit « Un verre de sherry, monsieur Poirot ?»« Volontiers. » Tous 2 s'assirent et le médecin commanda le sherry au garçon, puis il parla d'une voix lente. « Non, monsieur, je n'ai désormais plus de malade, je me retire. » Une brusque décision? Pas tellement. Il se tut pendant que le garçon servait les consommations. Levant son verre, il ajouta « Mais elle était nécessaire, je démissionne de mon propre chef avant qu'on ne me raye des cadres de la médecine. » Il poursuivit d'un ton calme. « Dans la vie de chacun de nous se présente un tournant. Parvenu à cette heure psychologique, l'homme doit prendre une décision. Ma profession me passionne et j'éprouve un immense chagrin de l'abandonner. Mais d'autres devoirs m'appellent. Il s'agit du bonheur d'une créature humaine. » Il fit une pause. « J'aime une femme, une de mes clientes, que le mari rendait malheureuse. Il s'adonne aux stupéfiants. Si seulement vous étiez médecin, vous comprendriez la profondeur de ce drame. Comme elle ne possède aucune fortune personnelle, elle ne peut songer à le quitter. Pendant quelque temps, j'ai hésité, mais à présent, ma décision est prise. Elle et moi, nous partons pour le Kenya, dans l'Est africain, et nous referons notre vie. J'espère qu'elle connaîtra enfin un peu de bonheur. Elle a tellement souffert. » Après un instant, le médecin poursuivit en haussant la voix. « Je vous confie cela, monsieur Poirot, parce que tout le monde le saura. Mieux vaut que vous en soyez averti tout de suite. »« Je comprends, dit Poirot. Vous emportez votre flûte à ce que je vois. » Un sourire se dessina sur les lèvres du docteur Bryant. « Ma flûte, c'est ma vieille compagne de toujours. Lorsque tout vous abandonne, il vous reste la musique. » De la main, il caressa amoureusement l'étui de sa flûte, puis il se leva. Poirot se leva également. « Tous mes vœux de félicité, docteur, ainsi que pour madame, prononça le détective belge.
Quand Fournier rejoignit son ami, Poirot priait la téléphoniste de l'hôtel de le mettre en communication avec Québec.